7h43, l'invité les matins jusqu'à 9h, Nancy Houston. Bonjour Nancy Houston. Bonjour Marc. Vous êtes notre invité ce matin et merci d'avoir accepté notre invitation pour Reflet dans un œil d'homme chez Actes Sud. Faut-il rappeler que vous êtes né au Canada, écrivaine canadienne, d'expression à la fois anglaise et française, que vous vivez à Paris depuis maintenant longtemps et que vous avez publié de très nombreux livres qui ont souvent rencontré beaucoup de succès, des variations Goldberg à Histoire d'Omaya, au Cantique des Plaines, à Instrument des Ténèbres, L'Empreinte de l'Ange, à Une Adoration, j'en passe encore, le très fameux Ligne de faille en 2006, et puis encore Infrarouge, ou encore là, donc ce dernier chez Actes Sud, Reflet dans un œil d'homme, qui à la fois se propose de retracer l'histoire des femmes et de la domination masculine. On pourrait dire au départ que votre thèse est relativement simple, Nancy Houston, sous l'influence du combat féministe qui voulait imposer l'égalité homme-femme. Les sociétés occidentales ont tendu vers peut-être trop de négation à votre goût de toute différence entre hommes et femmes. Or, ceux-ci, dites-vous, sont bien différents, mais ils ne sont pas encore égaux, et tout se joue, au fond, désormais, depuis la nuit des temps, en un regard, celui du sujet sur l'objet, celui de l'homme sur la femme. Les premiers mots de votre livre sont sans appel. Des yeux masculins regardent un corps féminin, immense paradigme de notre espèce. Voilà, c'est donc ce qui nous distingue, nous, êtres humains, de l'animal, et c'est de là que part tout votre livre. Je ne dirais pas que tout se joue au moment d'un regard, mais c'est vrai que toute la réflexion de ce livre est orientée sur le thème du regard, comme son titre l'indique. Justement, quand j'écrivais Infrarouge, qui est mon dernier roman, qui avait pour protagoniste une photographe érotomane, je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas du tout de manière symétrique, le regard chez les hommes et les femmes. Et c'était assez étonnant de soudain réfléchir à la question homme-femme sous cet angle-là. C'était très nouveau et très très amusant pour moi. Donc cette photographe Rena Greenblatt adorait prendre des photos de ses hommes, ses amants pendant qu'ils faisaient l'amour et même au moment de la jouissance, etc. Et je me suis aperçue que je ne connaissais presque rien de tel dans l'histoire de l'art. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est vrai que par ailleurs, les étudiantes ne tapissent pas les murs de leur chambre avec des photos de mecs à poil. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de voyeuses. À la différence des hommes hein, qui, eux, seraient tentés d'en mettre un peu partout, vous dites-vous. Voilà, les camionneuses dans la cabine du camion, on voit la tradition du calendrier Pirelli. Et voilà, oui. et c'est vrai qu'aux États-Unis, dans les années du MLF là-bas, le début du Women's Lib, il y avait eu quelques tentatives de proposer aux femmes des magazines où les hommes étaient nus. Et ces magazines ont été achetés essentiellement par des hommes. Des hommes qui préfèrent les hommes. Et pas, voilà. Et donc les femmes, apparemment, c'était pas ça exactement qui les intéressait. Et voilà, je me suis dit, il se passe quelque chose de fascinant là. Et puis ensuite, Nelly Arcan, la magnifique écrivaine et prostituée québécoise. À qui le livre est dédié, enfin, on sent qu'il est une grande source d'inspiration pour ce livre en tout cas. Voilà. Vous nous rappelez qui est Nelly Arcan pour ceux qui ne le sauraient pas? Pour moi, c'est une grande philosophe. C'est une Québécoise qui était étudiante à Montréal et qui, à la fois parce qu'elle avait besoin de sous, mais aussi parce qu'elle était une fille très sérieuse et lucide et qui avait envie de regarder la réalité en face, s'est prostituée pendant 2 ans, je crois, a été escorte en chambre comme ça, en appartement. Et elle a écrit sur cette expérience et ça a totalement changé sa vie et je pense que cette lecture devrait être obligatoire dans tous les lycées de France et de Navarre parce que si on pense que c'est symétrique le désir des hommes et des femmes, il y a beaucoup de preuves qui indiquent que ce n'est pas le cas. Et Nelly Arcan avait une sorte de lucidité magnifique et une intelligence magnifique. Et c'est elle qui, peut-être parmi les premières, a commencé à me dire mais il y a peut-être quelque chose d'archaïque là-dedans. On est en train de jouer quelques formes à notre insu. Ce sont des atavismes qui remontent en nous. Le désir des femmes de se montrer, elle parle énormément de ça. Le fait que les femmes, et notamment au Québec, se font refaire le corps, se font ce qu'elle appelle une burqa de chair. C'est-à-dire, ce n'est pas comme se couvrir d'un voile, comme dans d'autres sociétés. C'est véritablement de la tête aux pieds
retravailler tout à travers le maquillage. Sans s'enfermer dans une autre apparence, dans une espèce de carapace, au fond, un autre type de carapace construite, quoi. Voilà, c'est l'affolement de l'image, véritablement. Mais alors Nancy Husson, parce que nous aurons du temps évidemment dans l'émission pour prolonger et comprendre tous les enjeux de votre livre, mais enfin très simplement, qu'est-ce qui vous a tout de même poussé à l'écrire? Parce que je crois qu'au fond, personne ne met en doute finalement votre féminisme, que vous-même vous rappelez régulièrement, et pourtant dans ce livre-ci, on a le sentiment que vous avez envie de vous attaquer à une sorte d'air ambiant et de dominante sur toutes les questions qui ont trait au genre, pour dire tout de même, et vous avez parfois la dent dure, hein, vous dites n'en déplaise aux queer ou n'en déplaise aux genristes, qui sont des illuminés, hein, parfois vous dites, voilà, le fait de l'être garçon et fille continue d'être perçu partout dans le monde comme significatif. Voilà, et il y a les garçons, il y a les filles, point. Ça paraît... Ah non, il n'y a pas point. Il n'y a pas point. Il y a des garçons, il y a des filles, et puis ça se travaille, et dans toutes les sociétés, ça a été une des différences les plus férocement retravaillées. On a asséné le genre à un sexe et à l'autre, on a inventé toutes sortes de codes, de traditions, de rituels. Vous dites la théorie du genre n'est pas seulement élitiste, elle est irresponsable. Pourquoi, Nancy Huston? Elle est irresponsable parce que si on décrète, comme c'est dit maintenant dans les manuels scolaires en France, que on naît homme ou femme, mais ensuite on devient ce qu'on choisit. Le sexe, c'est donné, mais le genre, c'est une chose qu'on décide librement en fonction d'un choix personnel. Ça veut dire que les jeunes filles peuvent se promener habillées n'importe comment dans n'importe quel quartier, et si jamais elles sont importunées, elles n'ont qu'à répondre « Excuse-moi, je suis un homme ». Eh ben ça, c'est irresponsable. C'est pas simplificateur, ça, ce que vous dites là? C'est irresponsable de ne pas vouloir réfléchir aux dangers spécifiques qu'encourent les filles par rapport aux garçons, parce que ce n'est pas la même chose que de pouvoir violer, que de pouvoir être violé. Ce n'est pas la même chose de pouvoir engrosser que de pouvoir être engrossé. C'est un peu the bottom line. Donc ce dogme du genre, des études du genre, maintenant, à mon sens, ça devient un petit peu comme le marxisme lors de mon arrivée en France il y a 40 ans. C'est-à-dire, on n'avait juste pas le droit de le remettre en cause. Tous les intellectuels étaient d'accord, tout le monde parlait lutte de classe, c'était chic, il fallait pas faire remarquer ceci comme évidence flagrante de ce que ça ne marchait pas. Et le paradoxe avec les théoriciennes du genre, c'est que très souvent, voilà, elles n'aiment pas les femmes, et elles n'aiment pas les femmes réelles, elles n'aiment pas les préoccupations des femmes réelles, ni les comportements des femmes réelles. C'est quoi une femme réelle? Non, mais juste quand on regarde le monde, comment ça fonctionne, on voit que les femmes sont extrêmement préoccupées par des choses comme leurs enfants, la beauté. Elles ont 1000 autres choses à faire aussi, mais ce sont des choses qui occupent une grande partie de leur esprit et de leur temps. Et ce n'est pas que de l'aliénation. On a envie de dire, un peu comme Brecht disait, il faudrait dissoudre le peuple et en élire un autre. Et voilà, il faudrait éliminer ces femmes-là et en inventer d'autres, parce qu'apparemment, on n'est pas content des femmes qu'on a. Et pour autant, ça n'amoindrit pas ce que vous dites là, effectivement, en même temps, votre réflexion ou votre action, vos convictions de féministe, Nancy Huston. Et je vois bien qu'il y a le patriarcat, je vois bien que les femmes sont opprimées, et des citoyennes de deuxième zone, deuxième ordre dans le monde entier. Je vois bien qu'il y a des injustices criantes qui sont commises contre les femmes, genre excision, genre voilà, une femme sur 3 meurt sous le coup de son compagnon ou son mari en France chaque semaine. Et donc, je ne vais pas dire, ah non, tout ça c'est chouette, tout ça je suis maintenant d'accord, quelque chose comme ça. Mais il me semble que ces théories qui refusent de voir qu'il y a du donné et pas seulement de l'acquis sont dans une sorte de délire, comment dire, c'est un délire volontariste
qui empêche de voir la réalité autour de nous. Et cette réalité est une réalité allumeuse qui pousse les hommes à la consommation de la pornographie et qui pousse les femmes à l'angoisse au sujet de leur apparence et donc qui pousse les deux à acheter de plus en plus de produits et d'images pour essayer de se rassurer et de se satisfaire. Donc vous dites repartons de la base en tout cas et défendons l'identité biologique. Pardon ? Vous repartez, vous voulez qu'on reparte de la base pour cette question d'hommes et femmes et de repartir de l'identité strictement biologique. Mais on part de là qu'on le veuille ou non. C'est pas moi qui veux qu'on parte de là. Quand même encore aujourd'hui et depuis le début des temps, au moment de la naissance d'un enfant, on n'a jamais vu dans aucune société des gens s'écrier oh, « c'est un être humain !» Jamais de la vie. On a toujours vous dites dès la naissance, voilà, on va désigner par le sexe de l'enfant qui naît ce que pourra être en filigrane au fond sa vie ou son déterminisme futur. C'est une fille. Si c'est une fille, c'est ça l'information qui est apportée par le cri. C'est une fille ou c'est un garçon. Si c'est une fille, cet enfant a la possibilité de porter dans son corps un autre être humain plus tard. Si c'est un garçon, il n'aura pas cette possibilité. Je pense que véritablement ce constat-là, cette différence-là, que les femmes sont fécondes et portent les garçons et les filles, Françoise Héritier a beaucoup écrit là-dessus, c'est le point de départ de la civilisation. C'est-à-dire chez les singes, les singes ne parlent pas parce que les singes n'ont pas à dire c'est un garçon, c'est une fille, en quelque sorte. Les singes, ils s'en fichent, oui, c'est les guenons qui mettent les bébés au monde et après, quoi, bon, c'est comme ça. Et ils n'ont pas attribué une signification à ce fait. Du moment que les êtres humains se sont demandé pourquoi, alors qu'il n'y a pas de pourquoi, il y a zéro pourquoi, c'est l'évolution qui a fait ça. On est une espèce primate comme d'autres espèces mammifères où il y a une différence de sexe, n'est-ce pas? Toutes les espèces animales ne sont pas sexuées, mais chez nous, si. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé, c'est significatif, donc il faut que les femmes soient dominées, il faut que je m'approprie la fécondité de la femme pour savoir à qui sont ses enfants, et ainsi de suite. Tout le patriarcat se met en place à partir de cette injustice flagrante qui a été faite aux hommes. Donc, si on refuse de dire qu'il y a une différence des sexes ou que c'est vraiment pas très important, la maternité, etc., on ne risque jamais de sortir du sexisme. Nancy Houston, invité les matins, reflet dans un œil d'homme. Évidemment, on pense et vous le dites vous-même, à Carson McCullers. Très vite, pour terminer cette première partie, pourquoi reflet est au pluriel et pourquoi c'est dans un œil d'homme au singulier? Oui, c'est simplement le décalque de ce titre de Carson McCullers qui était Reflections in a Golden Eye. Dans un œil d'or. Dans un œil d'or, et qui est l'histoire d'un voyeur dans une garnison du sud des États-Unis. Et ça aussi, effectivement, si on y pense, les femmes ne vont pas, en général, mettre des jumelles, essayer de voir des hommes nus dans l'appartement en face, et ainsi de suite. Donc, c'était un hommage à Carson qui a magnifiquement parlé de ça. Et puis à John Huston, bien sûr. Qui a fait le film. Qui n'est pas mon cousin et qui a fait le film. 8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Manchet. Je vous présente Brice Couturier, Nancy Houston. Alors, votre chronique, c'est reflet du livre de Nancy Houston dans votre pupille? Non, c'est plutôt autour de la théorie du genre, la substitution. Parce que la substitution du genre au sexe est le produit d'un courant important de la sociologie contemporaine, le constructivisme. Le constructivisme, plus qu'une méthode, est une doctrine qui tire son origine d'un livre déjà ancien, La construction sociale de la réalité, qui était publié en 1967 par deux Américains, Peter Berger et Thomas Luckmann. Mais comme nombre d'essais américains importants, évoquons ceux d'Hannah Arendt ou de John Rawls par exemple, il a été traduit en français avec 20 ans de retard. 20 ans, et il a donc exercé son influence avec un retard qui en a amplifié les effets. Alors, en tant que méthode sociologique, le constructivisme partait d'une bonne intention. Il voulait réunifier dans une théorie générale des concepts dont l'opposition systématique empêche de penser la totalité du monde social, comme le collectif et l'individuel, les faits objectifs et les représentations subjectives, les configurations sociales et les stratégies des acteurs, etc. Il enseignait, ce constructivisme, que ce que nous prenons pour la réalité
réalité n'est que l'effet de nos croyances collectives et que celles-ci, procédant de processus dynamiques, ne sont donc ni figées ni définitives. Car pour le constructiviste, la pire insulte, c'est celle de naturaliste. Tout, dit-il, est socialement construit. Rien n'est déterminé par la nature des choses. Celle-ci, d'ailleurs, n'existe pas. Mais elle est constamment invoquée par les acteurs pour justifier leur conservatisme et leur ignorance quant à l'origine de leurs propres croyances. Selon cette logique, la plupart des réalités sociales sont en fait des coquilles vides, de pures conventions, qui ne persistent que par le fait d'un accord tacite entre les membres d'une société donnée. À la limite, la science elle-même n'est qu'un discours dont les concepts ne renvoient à rien d'autre qu'aux conventions adaptées par l'institution scientifique en une aire géographique donnée à un moment historique particulier. Alors on voit à quel reproche s'expose cette doctrine, résumée à gros traits pour les besoins d'une chronique radiophonique. Nominalisme, puisque la science n'est qu'une langue bien faite, comme disait Condillac, et ici les idées générales n'ont aucune réalité. Relativisme, il n'y a plus de vérité possible, là où tout discours ayant prétention à en être porteur doit être invalidé en tant que convention. En outre, les conventions des uns valent bien celles des autres, relativisme moral. Mais là où le constructivisme passé de méthode sociologique à doctrine dégénère en idéologie pure et simple, c'est lorsqu'il se mue en appel à transformer ou à éradiquer le donné social qui se présente comme inévitable, mais qui ne l'est pas, qui ne l'est qu'en vertu d'une convention sociale. Lorsqu'il se prétend émancipateur en incitant les dominés, les minorités, etc. à déconstruire la réalité elle-même qui n'existerait donc qu'en vertu d'une prégnance du paradigme dominant pour lui en substituer une autre plus conforme à leurs intérêts. Alors une frange du féminisme a plongé avec délice dans ce bouillon de culture. Elle y a trouvé des arguments pour déconstruire l'asymétrie entre hommes et femmes, réfuter l'idée d'un donné biologique contraignant en le ramenant à une pure construction sociale, fruit d'un processus piloté bien sûr par les hommes dans leur propre intérêt. Le sexe en tant que destin a été remplacé par le genre, produit de conventions sociales. Si l'on ajoute l'idéologie du libre choix qui est propre au sujet libéral libertaire contemporain, libre choix de son style de vie, de ses appartenances, de son apparence, de son âge, de son sexe, et celle de l'idéologie de l'autoconstruction de soi, à la limite être soi-même sa propre origine grâce à l'utérus artificiel, on voit comment la théorie de messieurs Berger et Luckmann a pu muter en une forme de féminisme radical. C'est celui-là même que vous réfutez, Nancy Houston, dans votre livre, mais ne craignez-vous pas qu'en appelant un retour à la biologie pour expliquer la différence sociale entre les sexes, le regardant et le regardé, qui doit à l'évolution de notre espèce, vous n'encouriez plus que quiconque le reproche de naturalisme? Nancy Houston. Merci de cet exposé limpide et très fin. Je n'appelle absolument pas un retour au biologisme. Simplement, j'essaie de montrer la contradiction qu'il y a à, d'une part, faire comme si il n'y avait aucune différence des sexes et d'autre part, vivre dans une société où cette différence est soulignée et exacerbée à tout instant sous nos yeux. Et c'est véritablement cette schizophrénie-là qui est la nôtre actuellement. Vous avez raison, Brice Couturier, de dire autant c'est un acquis de dire que tout n'est pas naturel, mais ça, personne ne peut le contester. L'humain, c'est quelqu'un qui est pris dans une culture. Autant c'est un déni de dire que rien n'est naturel. Et c'est vrai que pas seulement le livre dont vous parlez, que j'ai lu, mais beaucoup de livres après la Deuxième Guerre, il y a eu une sorte de crise dans l'histoire de l'anthropologie et une décision constante d'éviter toute référence à une nature humaine, de peur de tomber dans les travers nazis. Tout ce qui était le darwinisme social, dire les femmes sont naturellement mères, les nègres sont naturellement bêtes, les juifs sont naturellement corrompus et ainsi de suite. Et de ce fait, on est tombé dans le travers inverse, qui est le travers stalinien, si on veut, enfin, des pays communistes, qui est la théorie à la Lysenko, à savoir que tout est absolument construit, les choses, on peut hériter des traits acquis, etc. Et donc on a versé d'un totalitarisme de la pensée dans l'autre, en remplaçant les excès des biologistes nazis par ceux des biologistes marxistes. Et on est encore là-dedans, tranquillement.
Alors, Brice Couturier. la théorie du genre, elle est portée par le féminisme universitaire. D'abord, elle a envahi, on peut le dire, le discours médiatique tout entier, et il domine même les manuels scolaires. On apprend à nos enfants, à nos adolescents, que la différence des sexes est sans importance et que, on va citer précisément les phrases que le genre est l'objet d'un libre choix. Nancy Houston, hein, vous citez donc page 289, des phrases qu'on se trouve dans les manuels scolaires. Donc, on ne naît pas homme ou femme, on le devient en fonction de choix personnels. Ou encore ceci, le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Alors, quelles conséquences sur le développement psychique de nos adolescents ? Eh bien, nos adolescents, ils ont accès à la pornographie illimitée sur leur iPhone et sur toutes sortes d'autres écrans. C'est disponible. Donc, ils peuvent très bien apprendre ça à l'école entre 3h et 4h de l'après-midi et sortir dans la cour de récré et regarder une femme se faire violer par un cheval, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est pas un problème. Ils savent aussi, bien sûr, qu'il y a un nombre indéfini de femmes. Les garçons savent qu'il y a des femmes à leur disposition. S'ils ont envie de faire l'amour, ils savent où trouver ça parce que ça fait partie aussi de notre culture. Ils savent qu'en marchant dans la rue, ils ont toutes les chances de tomber sur des images de femmes nues ou quasi nues, sur des seins à l'air et ainsi de suite. Et les filles voient les mêmes choses. Souvent, on fait comme si on ne voyait pas, mais en fait, on voit les mêmes choses. Et donc, cette différence des sexes-là est accusée à chaque instant. On sait aussi qu'en ouvrant le journal du soir, on va voir des histoires d'hommes forts qui sont en train de se disputer pour avoir la présidence de la République, qui sont en train de se rouler les uns sur les autres sur les champs de foot, qui sont en train de s'entre-zigouiller dans beaucoup de pays de ce monde, qui organisent ces joutes, ces guerres, et qui continuent même dans les petits parcs autour de nos villes et dans nos villes de se rentrer dedans pour prouver qu'ils sont forts. Et donc là aussi, on est amené à se dire, bon, ce que je vois n'existe pas parce que au fond, la différence des sexes n'existe pas, le masculin-féminin n'existe pas. Donc ils vivent une forme de schizophrénie, c'est ça votre... Nous sommes dans la dénégation de nos propres sens. Le discours est contredit en permanence par la réalité sociale. La réalité sociale, et moyennant quoi, nous n'arrivons pas à voir cette réalité sociale parce qu'elle nous est cachée par nos théories. Et une part importante de cette réalité sociale, dans le discours théorie du genre, comme dans les industries de la beauté et de la pornographie, c'est l'élimination de la maternité qui était le point de départ de cette différence des sexes. Et c'est ça véritablement... Maternité, fécondité, hein, vous dites. La fécondité du corps. La fécondité est au cœur de la question. Voilà, la fécondité est au cœur de la question. C'est pour ça que l'idée des travailleurs du sexe et que la prostitution est un métier comme un autre ne me convaincra jamais, parce que il s'agit véritablement d'un acte qui a à voir avec la vie et la mort. Le corps féminin, c'est le corps fécond. Vous pensez que lui qui pose va avoir problème. Une prostituée, il a la question de la fécondité dans la tête? Oui, vous savez, en fait, les hommes ont beaucoup plus la question de la fécondité dans le cœur ou dans le corps ou dans l'âme, je ne sais pas, peut-être pas consciemment dans la tête, qu'on ne le croit. Un homme achète Playboy, il n'a pas la question de la fécondité dans la tête, non? Pas dans la tête, mais s'il ne l'avait pas quelque part, je pense que beaucoup plus d'hommes se feraient faire vasectomiser quand ils ne veulent plus d'enfants, et ils ne le font pas parce que l'idée de la fécondité, et je lisais un chapitre de Chris Hedges sur la pornographie aux États-Unis récemment, dans les manières d'éjaculer, excusez-moi, à 8h du matin, c'est difficile de parler de ces choses, sur le visage des femmes, sur le corps des femmes. Mais ce que l'homme dit dans ces moments-là indique qu'il pense que ce sperme est bien fécond. Et donc c'est aussi une façon de régler ses comptes peut-être avec la mère, avec la colère d'être né, avec la colère d'être mortel. Ce sont des choses très graves. C'est pas une partie de plaisir, la prostitution. On est dans une sorte de théâtre du rapport à notre mortalité. Et c'est pour ça qu'il y a tant de violence et que les prostituées sont souvent en danger, qu'elles sont souvent agressées. Donc si tout ça disparaît sous les vocables rassurants de travailleurs du sexe, etc., on ne risque jamais de le comprendre. Oui, cela dit, il y a des questions d'actualité à ce sujet-là quand même. J'aimerais savoir, parce que je n'ai pas peut-être tout à fait saisi ce que vous
quelle est au fond votre position sur la question de la prostitution? Il y a tout de même, notamment des prostituées latinos, nous dit une dépêche AFP du 9 mai, qui exigent une reconnaissance au sommet de l'OUA pour justement essayer malgré tout d'être protégées par rapport aux violences dont elles sont victimes. Absolument. Et il y a également en Grèce des prostituées qui demandent voilà qu'on les protège et qu'on prenne en compte leur situation précaire, et elles réfutent l'idée d'être arrêtées pour ou racolage ou pour drogue, parce que la situation de la crise est telle là-bas qu'au fond la situation est pire encore, et jusqu'au bois de Boulogne, hein, ici, où il y a à nouveau eu des arrestations de prostituées pour racolage, et certaines de ces filles arrêtées disent qu'elles ne racolaient pas, que leur métier est légal et que les hommes qui étaient dans leur petite camionnette sont montés d'eux-mêmes, et elles demandent là aussi d'être défendues. Alors il faut protéger, pas protéger, interdire. Quel est votre... mais vous savez bien que je ne suis pas pour l'interdiction. Je pense que oui, il y aura toujours l'offre, il y aura toujours la demande, et ma proposition, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un service obligatoire prostitutionnel pour toutes les filles au sortir du lycée, un petit peu comme le service militaire, c'est-à-dire que à ce moment-là, ça ne serait plus une honte, parce que si on estime que c'est nécessaire, indispensable, si les sexualités masculines et féminines fonctionnent de cette façon très asymétrique, il faut assumer, il faudrait qu'elles aient la sécurité sociale, qu'elles aient droit à la retraite. On pourrait être prostituée de carrière si on le souhaite. Les hommes pourraient, comme les femmes peuvent entrer dans l'armée, les hommes pourraient être des professionnels du sexe aussi. Ils le sont, bien sûr. Mais l'immense majorité des clients, quelque chose comme 99%, ce sont des hommes. Donc, et ensuite, il n'y aurait plus... le mot obligatoire, c'est ça qui explique un peu. Un service sexuel obligatoire. Vous voyez, hein, on n'est pas entre nous là. Excusez-moi. Oui, comme le service militaire. Enfin, à la fois c'est une boutade, bien sûr, et en même temps, je pense que ça pourrait nous faire réfléchir, parce que les hommes sont dans une hypocrisie, notamment à ne pas vouloir que leurs filles se prostituent, alors qu'ils vont voir des prostituées de l'âge de leurs filles. Il faut bien que ces filles soient les filles de quelque père et mère quelque part, et donc je ne vois pas pourquoi ce serait toujours les plus vulnérables économiquement et psychologiquement qui trinqueraient. Je pense que si on estime que c'est une fonction dont notre société a besoin, il faut un petit peu la prendre en charge et l'assumer et arrêter d'être hypocrite pour que les femmes soient en bonne santé. Et puis ça éliminerait le problème de la virginité, et ça serait vraiment bien. Toutes les filles sauraient que leur mère est passée par là, toutes les mères prépareraient leurs filles, ce serait un an, et puis ça serait fini, et puis la promotion suivante. Mais je sais pas. Vous n'êtes pas sérieuse quand vous dites ça. Mais vous trouvez quoi comme solution? Moi, je sais pas. La solution actuelle est épouvantable. Vous n'êtes quand même pas sérieuse. Oui, je la trouve élégante, cette solution-là. Non? On n'en croit pas un mot. Non. Mais qu'est-ce que vous proposez de mettre à la place Ah ben moi rien, mais je sais pas. Enfin, donc moi rien. C'est tout le monde dit moi rien, moi rien. Voilà, moi je m'accommode très bien du fait que dans cette société allumeuse qui est la nôtre, on peut partir de ce que demandent quand même certaines prostituées. On peut contester d'ailleurs leurs demandes, mais quand des prostituées demandent qu'on les protège, qu'on reconnaisse. Absolument. Pour commencer, ça c'est la moindre des choses. Absolument. Donc qu'on les mille fois oui. Oui. Ça pose la question du consentement quand même, et on peut aussi penser d'un esclavage volontaire, et reste un esclavage. Mais enfin bon, je voudrais poser une question plus de fond sur votre livre. En fait, il y a deux pistes contradictoires pour essayer d'expliquer le destin, enfin la symétrie, comme vous dites, entre les hommes et les femmes. Il y a la sociologie, on peut parler de construction sociale, de construction culturelle, et puis il y a la biologie, et c'est la piste que vous nous invitez à suivre avec le darwinisme. Mais il y a quand même une différence entre nos ancêtres préhistoriques et nous, parce que vous nous dites que finalement nous avons les mêmes gènes que nos ancêtres préhistoriques, et que c'est la raison pour laquelle nous sommes dans le même rapport homme-femme que nous avons toujours connu, que ça n'a rien à voir par exemple avec le capitalisme. Mais ça a à voir, par contre, il y a quelque chose de nouveau, c'est la contraception qui est intervenue quand même dans les années 60-70, à savoir la libre maîtrise par les femmes de leur corps. Donc on peut pas non plus réduire les femmes à leur destin biologique comme ça pouvait être le cas de nos grands-mères, arrière-grand-mères, etc. Parce qu'il est intervenu cette révolution fondamentale qu'aujourd'hui les femmes sont maîtresses de leur
leur maternité. Est-ce que ça n'introduit pas une révolution? Nancy, vous ne tenez pas suffisamment compte. Excusez-moi, mais j'en Nancy parle Houston. très longuement. Oui. Je ne dis absolument pas que nous sommes réduites. Encore une fois, je m'inscris en faux contre cette façon de présenter le livre, que nous soyons réduites à nos origines biologiques. Pas du tout. Elles sont là. Chaque société a construit des choses là-dessus. Et le paradoxe, et ça j'analyse très longuement parce que c'est ce que j'ai appris de plus passionnant en menant cette réflexion. Le paradoxe, c'est tout au long du XXe siècle, à mesure qu'elles devenaient de plus en plus sujets, qu'elles arrachaient le droit de vote, le droit de travailler et surtout le droit de contrôler leur maternité, leur fécondité, les femmes se sont faites dans le même temps de plus en plus objets. Elles ont accepté, elles ont cherché, elles se sont arrogées le droit de dépenser de plus en plus d'argent sur leur apparence. Il y a 1 million de femmes avec des prothèses mammaires en France aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 1 million de femmes françaises qui préfèrent leur image à leur sensation physique, à la sensualité de leur sein. Et ainsi de suite, et elles prennent des risques mortels en essayant d'être plus minces, comme on a vu avec le scandale de Mediator. Elles dépensent, elles achètent, voilà, les acquis féministes sont importants, mais les revues féministes ont disparu et les femmes continuent par millions d'acheter les revues féminines. Donc vous dites qu'il y a au fond une sorte de double bind, en même temps qu'il y a une révolution, une émancipation, on va dire, il y a aussi une sorte au fond de conservatisme ou de réaction même quant à la question de l'image de la femme. Mais est-ce que, alors vous commenteriez comment vous, ce qui est beaucoup commenté, la question de ce nouveau gouvernement par exemple, on dit qu'il est à parité, 17 femmes ministres, 17 hommes ministres, mais certains disent ah oui mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'il n'y a qu'une femme qui a un ministère régalien, donc on va chercher dans certains détails. Certaines associations très féministes, comme chez Agnès Chauveau dans les Retours du Dimanche, le collectif La Barbe, disaient non, voilà, au moins déjà pour la photo, c'est un progrès, qui est cette parité affichée. Vous l'analysez comment cela, vous, cette actualité-là? D'abord, vous pensez qu'on en fait trop par rapport à cela, et que ça n'est après tout rien de plus normal, ou est-ce que vous pensez que c'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt? Je ne sais pas si mon avis est plus pertinent que l'avis de quelqu'un d'autre. Bah après un livre comme celui-ci, on peut pourquoi pas? Non, je pense que c'est important pour les femmes d'avoir des modèles dans tous les domaines. C'est extrêmement important la présence des femmes dans tous les domaines de la vie. Je pense qu'elles n'ont pas à prouver qu'elles peuvent faire exactement la même chose. Elles ont peut-être aussi à apporter à notre ton. C'est souvent le cas d'ailleurs, à ces joutes dont on parlait, les joutes politiques de tout à l'heure. Donc la parité, même si ça peut paraître une mesure très artificielle, je pense que ça a vraiment du bon. Et évidemment, la France est un des pays les plus en retard des pays occidentaux sur ce plan. Marie Darrieussecq. On a souvent envie de vous dire quand on lit le livre, oui mais pas toutes les femmes sont comme ça. Et vous en arrivez parfois à écrire des généralités du style qui moi me heurtent, parce que j'ai envie de dire, moi pas. Les femmes supportent relativement bien l'abstinence sexuelle alors que l'éjaculation des hommes est nécessaire pour la fécondation, et surtout quand ils sont jeunes, l'abstinence les fait physiquement souffrir. Ou bien vers la fin du livre, beaucoup plus que les femmes, les hommes aiment baiser pour baiser, et ce depuis la nuit des temps. Ces phrases-là, comment vous les justifiez? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Nancy Houston. On peut aimer baiser pour baiser et on peut ne pas bien supporter l'abstinence sexuelle. Je pense que le problème, c'est que à force d'insister sur les exceptions, on oublie la règle. La règle, c'est que chez les hommes, ça s'accumule. Chez nous, il n'y a rien qui s'accumule. Et le désir, l'attention. Le désir, oui, mais physiologiquement, il n'y a pas quelque chose qui s'accumule. Dans le passage que je cite du livre de Murakami, qui dit à propos d'une école de une pension de jeunes garçons, il dit que tous les garçons se masturbent en pensant aux jeunes filles, en regardant des photos de jeunes filles. Sa copine est très étonnée, elle dit vraiment tous, et il dit, bah oui, excuse-moi, je suis désolée, je te le dis comme ça, tous les garçons se masturbent, de même que toutes les filles ont leurs règles. Et là, il y a la féministe en moi qui bondit et qui dit, mais enfin, c'est n'importe quoi, nous on a les crampes, les douleurs, la dépression, et vous avez la jouissance, c'est n'importe quoi. Mais en fait, on peut voir
ressemblance juste physiologiquement dans le fait que le corps de l'homme et le corps du garçon et le corps de la fille se débarrassent de ce qui n'est pas nécessaire à la fécondation. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même de faire le jeu de tous ces anatomistes, psychiatres, chirurgiens du 19e qui, par la description du corps de la femme, en fait, comme vous savez, donnaient des ordres aux femmes? C'était des descriptions performatives. Est-ce que je donne l'air de quelqu'un qui a décidé que dans la vie, la seule chose qui vaille, c'est la maternité? Pas du tout. Bon, donc j'espère mais le recours aussi... au biologique est à peu près constant dans le livre. Mais je dis juste, il est là, et je montre à quel point notre société n'est pas dans le biologique du tout. Notre société a construit des choses faramineuses sur ces différences biologiques, qui sont des constructions culturelles effrayantes, galopantes, qui utilisent notre vulnérabilité aux uns et aux autres. La vulnérabilité des femmes qui peut être de vouloir être belle, de vouloir plaire, de vouloir attirer le regard, a été transformée en une soif d'être regardée sans fond, comme dit Marion Cotillard. L'envie d'être regardée ne s'assouvit jamais dans le fait d'être regardée. Au contraire, c'est un puits sans fond, quelque chose de vain, etc. Et la vulnérabilité des garçons à vouloir regarder des filles est devenue l'addiction à la pornographie. Et dans les deux cas, c'est pour faire fonctionner des industries multimilliardaires. Donc je veux juste souligner ce fait-là. Je ne dis pas que tout est joué d'avance, je dis que notre société est une de celles qui a le plus follement organisé cette chose-là. Oui. Marie, Cardesec. Ce que je lis dans le livre, c'est effectivement que vous mettez en avant ces contradictions de façon permanente, mais il me semble que vous balayez peut-être un peu rapidement les théories queer qui ont justement essayé de cesser de diviser l'humanité en deux et de montrer que femme était un substantif vide, était justement un lieu qui était pris dans une langue masculine et qui, il me semble que ça avait une efficacité, ces théories-là, qu'elles ont une efficacité pour déconstruire justement la domination masculine. Nancy Houston. Je vais vous lire une phrase du Deuxième sexe de Beauvoir. S'ils acceptaient d'aimer au lieu d'une esclave une semblable, les femmes seraient beaucoup moins hantées par le souci de leur féminité. Elles y gagneraient du naturel, de la simplicité, et elles se retrouveraient femmes sans tant de peine, puisque, après tout, elles le sont. Donc, Beauvoir elle-même qui dit « elles le sont ». Et ce n'est pas ça qui s'est passé. Bien sûr, queer, etc. Mais il n'y a pas 36 sexes. Il y en a 2, puis des variantes qu'on peut choisir. Mais là aussi, je pense que vous choisissez l'exception pour ne pas voir la règle. La règle, c'est loin de faire comme le pensait Beauvoir, maintenant que nous sommes devenus l'assemblable de l'homme, maintenant, loin de gagner du naturel et de la simplicité, à cause de l'invention de la photographie et du cinéma, à cause du fait qu'on se capte sans arrêt à travers le regard imaginaire de l'homme ou des autres femmes sur notre corps, nous consacrons la réalité. C'est que malgré les queers, les gays, les homos, les trans, les machins, que j'adore, il n'y a pas de souci, la plupart des femmes consacrent une quantité épouvantablement énorme de leur argent, de leur temps, de leur angoisse, de leurs soucis à contrôler leur apparence et à la décorer. Oui, mais le féminisme dénonce ce discours-là précisément, dénonce cette pratique. Il y a tout un courant du féminisme, notamment français universaliste avec Badinter, qui tend à dire que finalement la différence entre les sexes va progressivement s'estomper et qu'à part l'accident que représente la maternité, qui finalement lui aussi finira par être éliminé grâce à l'utérus artificiel, les hommes et les femmes seront pareils et qu'il n'y aura plus de différence. Vous faites référence plutôt aux théories de Françoise Héritier, à la valence différentielle des sexes. Donc vous êtes du côté de la différence des sexes, dans la manière elle est marquée, dans la manière elle est héritée biologiquement et qu'elle n'est pas construite. Parce qu'elle existe n'est pas dire qu'elle est bonne. Ce n'est pas dire que j'approuve la nature. La nature est inégalitaire. Énoncer n'est pas approuvé. Donc moi je suis... Voilà, énoncer un état de choses n'est pas à l'approuver, écrivez-vous effectivement. Voilà, donc ce n'est pas pour dire les choses sont comme ça, il faut les laisser comme ça. Je pense effectivement qu'il faut aller vers une atténuation de certaines différences, et notamment, je pense que plus les hommes s'occupent de leurs enfants ou des enfants, mieux ça ira. C'est-à-dire, quand on est les femmes dans le rôle de la maternité, évidemment pas. Éliminer la maternité entièrement de nos théories et images de la femme, c'est juste se condamner à la contradiction inextricable.
Marie Dariussec. Dans l'espèce de roman de science-fiction que vous nous proposiez tout à l'heure, vous proposiez le service sexuel obligatoire. Moi, je trouve qu'il faudrait proposer les ateliers Butch. Vous voyez ce que c'est, les ateliers Butch? En France, en particulier, il y a une philosophe qui s'appelle Béatrice Preciado qui fait ça, je crois. C'est un atelier où les femmes sont invitées à comprendre comment elles se tiennent en tant que femmes. Typiquement, les jambes croisées, jamais les jambes ouvertes. Et elles déconstruisent leur déguisement de femme pour se déguiser en homme. Alors, c'est pas exactement du théâtre, mais c'est essayer de comprendre que, effectivement, en tant que femme, nous nous déguisons en femmes. Et donc les hommes se déguisent en hommes. Et les hommes se déguisent en hommes. C'est ce que vous dites. Nous, on est Et toujours habillés l'attitude et la façon, ou en sombre, enfin, la façon beaucoup. La façon d'arpenter le que... sol, par exemple, de poser les pieds pour prendre possession du plancher n'est pas la même chez un homme et chez une femme. Donc c'est très intéressant de faire cet atelier pour comprendre comment on réincorpore notre corps de femme et notre petitesse, notre excusez-moi d'être là, voilà, être au bord de la chaise. Voilà, ça c'est pour les enfants en particulier, c'est assez formidable. Non, mais tout ce qui va dans ce sens est à prendre. Et moi, quand je vois dans l'autre sens, au contraire, les publicités dans les féminins qui montrent les femmes avec les talons de 12 cm, qui littéralement mutilent la femme. C'est une mutilation volontaire cette fois-ci. Personne n'est en train de leur bander les pieds comme en Chine. Elles ne peuvent pas marcher sans mettre dans ces chaussures. Un célèbre chausseur à la semelle rouge, vous savez, dit que non, c'est féministe parce que justement, elles peuvent être aussi grandes que les femmes. Que les hommes, pardon. Le coup d'œil de Cécile de Carazoué, 8h42. Mais puisqu'on est travailler sur l'acceptation des différences, moi je vais vous lire un passage donc du site de The Human Library. Alors, ça dit ça: il est étrange ce monde où l'on vous parle tous les jours de crise, de risques, de malaise, où l'ouverture des frontières et la mondialisation ouvrent la porte sur toutes les différences et où dans le même temps, la diversité est niée, comme le sont les émotions, les fragilités, les failles, et où il faut coûte que coûte être ou paraître lisse. C'est partant de ce constat, et pour défendre la cohésion sociale et le multiculturalisme, que s'est montée la bibliothèque humaine, en anglais Human Library, une expérience dont se fait l'écho ce matin Le Temps en Suisse. Le concept de The Human Library est simple: emprunter des personnes cabossées par la vie pour que justement ces personnes vous la racontent leur vie. Alors le concept est né au Danemark sous l'égide d'une ONG, Stop the Violence, et il a été exporté dans une 60aine de pays avec le soutien du Conseil de l'Europe. Mais c'est en Grande-Bretagne qu'il a vraiment décollé, grâce à l'énergie d'un bibliothécaire, d'un travailleur social et d'une ONG nommée Crisis, justement. La bibliothèque sert donc de transmission de savoir, mais surtout, elle sert à lutter contre les préjugés des livres humains, qui sont des anciens alcooliques, des drogués, des SDF, mais aussi des agoraphobes, des handicapés, des homosexuels, des étrangers, bref, toutes sortes de diversités, de différences. Ces gens-là racontent leur parcours avec sincérité et partagent avec d'autres leur fragilité, leur souffrance, mais aussi tout simplement, dit Le Temps, leur part d'humanité, avec un seul objectif: faire sortir les citoyens des zones de confort de la pensée, déjouer surtout les effets de la peur fondée sur l'ignorance. Et c'est votre source là? Le Temps, en Suisse. Nancy Houston, vous la connaissez cette Human Library? Non, je trouve que c'est une idée fascinante. En fait, ils se déplacent dans les supermarchés et puis ils rencontrent les gens et les gens leur disent: tiens, je prendrais bien le réfugié pour qu'il me raconte un peu sa vie. Et les gens s'identifient en fait. Je crois que c'est le plus important dans tout ça, c'est le contact avec des êtres humains réels et que nous ne rendons pas compte qu'on est en train de sacrifier la spécificité à la généralité et l'image au contact. Il faut préciser que c'est ce qu'il y a aussi au fond dans votre livre, qui n'est pas qu'un essai entre guillemets théorique. Vous faites part d'abord de beaucoup de votre témoignage autobiographique, enfin de Nancy Houston petite fille, Nancy Houston adolescente, Nancy Houston amoureuse ou pas, enfin bon, vous parlez de vous beaucoup, et y compris vous interrogez les autres, hein, des amis et des hommes, voilà, qui parlent de cette question de désir, de sexualité. Pour en finir quand même avec, nous arrivons au bout, Nancy Houston, à quelque chose qui je reconnais quand on est un homme et en même temps terrible, parce que évidemment vous dites quand même, enfin vous posez, c'est plus sous forme de question, mais vous dites au fond, est-ce qu'on n'aurait donc pas le choix quand on est femme aujourd'hui que d'être ou mannequin ou putain à cause du regard de l'homme?
Ce sont les deux images qui sont proposées, les images que consomment les hommes et les femmes de façon maladive, dans les unes dans les magazines féminins et les autres à travers la pornographie. Mannequin et putain, c'était une sorte de boutade pour juste faire remarquer qu'on a éliminé, encore une fois, la maternité des traits possibles des femmes et du corps féminin. Et puisque vous aimez bien recueillir des témoignages personnels ou autres, est-ce que vous pouvez admettre tout de même que tous les hommes, Nancy Houston, Marie Darius Sex, Cécile Carvaz-Doué, ne vous regardent pas nécessairement ni comme des mannequins ni comme des putains? Heureusement, ça c'est, il y a énormément de possibilités autres que ça. Je constate juste que dans la rue, depuis quelques années, ça va mieux, je suis plus tranquille. Mais ça aussi, oui, les hommes ne nous regardent pas uniquement comme ça. À la surface, ils peuvent nous regarder comme ça. Toute notre société les encourage, les incite, les exerce leur œil pour chercher ça et vouloir ça. Et ils ont beaucoup de mérite de résister. L'affiche officielle du Festival de Cannes cette année, où on a noté qu'il n'y avait pas de femmes cinéastes en sélection officielle, c'est Marilyn Monroe. Vous parlez de Marilyn Monroe, vous parlez de Jean Seberg, vous parlez d'Anaïs Nin. Marilyn Monroe, elle évoque quoi pour vous, ce comble de l'image dont on s'est servi pour assujettir? Elle évoque une petite fille qui dit daddy à tous ces garçons, à tous ces hommes, à tous ces maris, qui dit papa. Parce que c'est une petite fille qui n'a jamais su... But my heart belongs to daddy, oui. My heart belongs to daddy. C'est une fille qui n'a jamais su qui était son père et dont la mère a été internée en hôpital psychiatrique, qui a grandi pour beaucoup dans un orphelinat en s'envoyant des cartes postales à elle-même, qui ensuite a été dans cette addiction au fait d'être regardée pour se sentir exister et qui a été happée par ce vortex-là. C'est une fille qui me touche beaucoup, une femme qui me touche beaucoup. C'est-à-dire, on n'avait juste pas le droit de le remettre en cause. Tous les intellectuels étaient d'accord, tout le monde parlait lutte de classe, c'était chic, il fallait pas faire remarquer ceci comme évidence flagrante de ce que ça ne marchait pas. Et le paradoxe avec les théoriciennes du genre, c'est que très souvent, voilà, elles n'aiment pas les femmes. Et elles n'aiment pas les femmes réelles. Elles n'aiment pas les préoccupations des femmes réelles, ni les comportements des femmes réelles. C'est quoi une femme réelle? Non, mais juste quand on regarde le monde, comment ça fonctionne, on voit que les femmes sont extrêmement préoccupées par des choses comme leurs enfants, la beauté. Elles ont 1000 autres choses à faire aussi, mais ce sont des choses qui occupent une grande partie de leur esprit et de leur temps. Et ce n'est pas que de l'aliénation. On a envie de dire, un peu comme Brecht disait, il faudrait dissoudre le peuple et en élire un autre. Et voilà, il faudrait éliminer ces femmes-là et en inventer d'autres, parce qu'apparemment, on n'est pas content des femmes qu'on a. Et pour autant, ça n'amoindrit pas ce que vous dites là, effectivement, en même temps, votre réflexion ou votre action, vos convictions de féministe, Nancy Houston. Et je vois bien qu'il y a le patriarcat, je vois bien que les femmes sont opprimées, des citoyennes de deuxième zone, deuxième ordre dans le monde entier. Je vois bien qu'il y a des injustices criantes qui sont commises contre les femmes, genre excision, genre une femme sur 3 meurt sous le coup de son compagnon ou son mari en France chaque semaine. Et donc, je ne vais pas dire, ah non, tout ça c'est chouette, tout ça je suis maintenant d'accord, quelque chose comme ça. Mais il me semble que ces théories qui refusent de voir qu'il y a du donné et pas seulement de l'acquis sont dans une sorte de délire, comment dire, c'est un délire volontariste qui empêche de voir la réalité autour de nous. Et cette réalité est une réalité allumeuse qui pousse les hommes à la consommation de la pornographie et qui pousse les femmes à l'angoisse au sujet de leur apparence. Et donc qui pousse les deux à acheter de plus en plus de produits et d'images pour essayer de se rassurer et de se satisfaire. Donc vous dites repartons de la base en tout cas et défendons l'identité biologique. Pardon ? Vous voulez qu'on reparte de la base pour cette question d'hommes et femmes et de repartir de l'identité strictement biologique. Mais
On part de là qu'on le veuille ou non. C'est pas moi qui veux qu'on parte de là. Quand même encore aujourd'hui et depuis le début des temps, au moment de la naissance d'un enfant, on n'a jamais vu dans aucune société des gens s'écrier oh, « c'est un être humain !» Jamais de la vie. On a toujours vous dites dès la naissance, voilà, on va désigner par le sexe de l'enfant qui naît ce que pourra être en filigrane au fond sa vie ou son déterminisme futur. C'est une fille. Si c'est une fille, c'est ça l'information qui est apportée par le cri, c'est une fille ou c'est un garçon. Si c'est une fille, cet enfant a la possibilité de porter dans son corps un autre être humain plus tard. Si c'est un garçon, il n'aura pas cette possibilité. Je pense que véritablement ce constat-là, cette différence-là, que les femmes sont fécondes et portent les garçons et les filles, Françoise Héritier a beaucoup écrit là-dessus, c'est le point de départ de la civilisation. C'est-à-dire chez les singes, les singes ne parlent pas parce que les singes n'ont pas à dire c'est un garçon, c'est une fille, en quelque sorte. Les singes, ils s'en fichent, oui, c'est les guenons qui mettent les bébés au monde et après, quoi, bon, c'est comme ça. Et ils n'ont pas attribué une signification à ce fait. Du moment que les êtres humains se sont demandé pourquoi, alors qu'il n'y a pas de pourquoi, il y a zéro pourquoi, c'est l'évolution qui a fait ça. On est une espèce primate comme d'autres espèces mammifères où il y a une différence de sexe, n'est-ce pas? Toutes les espèces animales ne sont pas sexuées, mais chez nous, si. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé, c'est significatif, donc il faut que les femmes soient dominées, il faut que je m'approprie la fécondité de la femme pour savoir à qui sont ses enfants, et ainsi de suite. Tout le patriarcat se met en place à partir de cette injustice flagrante qui a été faite aux hommes. Donc si on refuse de dire qu'il y a une différence des sexes ou que c'est vraiment pas très important, la maternité, etc., on ne risque jamais de sortir du sexisme. Nancy Houston, invitée les matins, reflet dans un œil d'homme, évidemment on pense à, et vous le dites vous-même, à Carson McCullers. Très vite, pour terminer cette première partie, pourquoi reflet est au pluriel et pourquoi c'est dans un œil d'homme au singulier? Oui, c'est simplement le décalque de ce titre de Carson McCullers qui était Reflections in a Golden Eye. Dans un œil d'or. Dans un œil d'or, et qui est l'histoire d'un voyeur dans une garnison du sud des États-Unis. Et ça aussi, effectivement, si on y pense, les femmes ne vont pas, en général, mettre des jumelles, essayer de voir des hommes nus dans l'appartement en face, et ainsi de suite. Donc, c'était un hommage à Carson qui a magnifiquement parlé de ça. Et puis à John Huston, bien sûr. Qui a fait le film. Qui n'est pas mon cousin et qui a fait le film. 8h16. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Manchet. Je vous présente Brice Couturier, Nancy Houston. Alors, votre chronique, c'est reflet du livre de Nancy Houston dans votre pupille? Non, c'est plutôt autour de la théorie du genre, la substitution. Parce que la substitution du genre au sexe est le produit d'un courant important de la sociologie contemporaine, le constructivisme. Le constructivisme, plus qu'une méthode, est une doctrine qui tire son origine d'un livre déjà ancien, La construction sociale de la réalité, qui était publié en 1967 par deux Américains, Peter Berger et Thomas Luckmann. Mais comme nombre d'essais américains importants, évoquons ceux d'Hannah Arendt ou de John Rawls par exemple, il a été traduit en français avec 20 ans de retard. 20 ans, et il a donc exercé son influence avec un retard qui en a amplifié les effets. Alors, en tant que méthode sociologique, le constructivisme partait d'une bonne intention. Il voulait réunifier dans une théorie générale des concepts dont l'opposition systématique empêche de penser la totalité du monde social, comme le collectif et l'individuel, les faits objectifs et les représentations subjectives, les configurations sociales et les stratégies des acteurs, etc. Il enseignait, ce constructivisme, que ce que nous prenons pour la réalité n'est que l'effet de nos croyances collectives et que celles-ci, procédant de processus dynamiques, ne sont donc ni figées ni définitives. Car pour le constructiviste, la pire insulte, c'est celle de naturaliste. Tout, dit-il, est socialement construit. Rien n'est déterminé par la nature des choses. Celle-ci d'ailleurs n'existe pas. Mais elle est constamment invoquée par les acteurs pour justifier leur conservatisme et leur ignorance quant à l'origine de leurs propres croyances. Selon cette logique, la plupart des réalités sociales sont en fait des coquilles vides, de pure convention, qui ne persistent que par le fait d'un accord tacite entre les membres d'une société donnée.
À la limite, la science elle-même n'est qu'un discours dont les concepts ne renvoient beaucoup plus la question de la fécondité dans le cœur ou dans le corps ou dans l'âme, je ne sais pas, peut-être pas consciemment dans la tête, qu'on ne le croit. Si un homme achète Playboy, il n'a pas la question de la fécondité dans la tête, non? Pas dans la tête, mais s'il ne l'avait pas quelque part, je pense que beaucoup plus d'hommes se feraient faire vasectomiser quand ils ne veulent plus d'enfants, et ils ne le font pas, parce que l'idée de la fécondité, et je lisais un chapitre de Chris Hedges sur la pornographie aux États-Unis récemment, dans les manières d'éjaculer, excusez-moi, à 8 heures du matin, c'est difficile de parler de ces choses, sur le visage des femmes, sur le corps des femmes, mais ce que l'homme dit dans ces moments-là indique qu'il pense que ce sperme est bien fécond. Et donc c'est aussi une façon de régler ses comptes peut-être avec la mère, avec la colère d'être né, avec la colère d'être mortel. Ce sont des choses très graves, c'est pas une partie de plaisir, la prostitution. On est dans une sorte de théâtre du rapport à notre mortalité. Et c'est pour ça qu'il y a tant de violence, c'est que les prostituées sont souvent en danger, qu'elles sont souvent agressées. Donc si tout ça disparaît sous les vocables rassurants de travailleurs du sexe, etc., on ne risque jamais de le comprendre. Oui, cela dit, il y a des questions d'actualité à ce sujet-là quand même. J'aimerais savoir, parce que je n'ai pas peut-être tout à fait saisi quelle est au fond votre position sur la question de la prostitution. Il y a tout de même notamment des prostituées latinos, nous dit une dépêche AFP du 9 mai, qui exigent une reconnaissance au sommet de l'OUA pour justement essayer malgré tout d'être protégées par rapport aux violences dont elles sont victimes. Absolument. Et il y a également en Grèce des prostituées qui demandent qu'on les protège et qu'on prenne en compte leur situation précaire, et elles réfutent l'idée d'être arrêtées pour ou racolage ou pour drogue, parce que la situation de la crise est telle là-bas qu'au fond la situation est pire encore, et jusqu'au bois de Boulogne, ici, où il y a à nouveau eu des arrestations de prostituées pour racolage, et certaines de ces filles arrêtées disent qu'elles ne racolaient pas, que leur métier est légal et que les hommes qui étaient dans leur petite camionnette sont montés d'eux-mêmes, et elles demandent là aussi d'être défendues. Alors il faut protéger, pas protéger, interdire. Quel est votre... mais vous savez bien que je ne suis pas pour l'interdiction. Je pense que oui, il y aura toujours l'offre, il y aura toujours la demande, et ma proposition, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un service obligatoire prostitutionnel pour toutes les filles au sortir du lycée, un petit peu comme le service militaire, c'est-à-dire que à ce moment-là, ça ne serait plus une honte, parce que si on estime que c'est nécessaire, indispensable, si les sexualités masculines et féminines fonctionnent de cette façon très asymétrique, il faut assumer, il faudrait qu'elles aient la sécurité sociale, qu'elles aient droit à la retraite. On pourrait être prostituée de carrière si on le souhaite. Les hommes pourraient, comme les femmes peuvent entrer dans l'armée, les hommes pourraient être des professionnels du sexe aussi. Ils le sont, bien sûr. Mais l'immense majorité des clients, quelque chose comme 99%, ce sont des hommes. Donc, et ensuite, il n'y aurait plus... le mot obligatoire, c'est ça qui explique un peu. Un service sexuel obligatoire. Vous voyez, on n'est pas entre nous là. Excusez-moi. Oui, comme le service militaire. Enfin, à la fois c'est une boutade, bien sûr, et en même temps, je pense que ça pourrait nous faire réfléchir, parce que les hommes sont dans une hypocrisie, notamment à ne pas vouloir que leurs filles se prostituent, alors qu'ils vont voir des prostituées de l'âge de leurs filles. Il faut bien que ces filles soient les filles de quelque père et mère quelque part, et donc je ne vois pas pourquoi ce serait toujours les plus vulnérables économiquement et psychologiquement qui trinqueraient. Je pense que si on estime que c'est une fonction dont notre société a besoin, il faut un petit peu la prendre en charge et l'assumer et arrêter d'être hypocrite pour que les femmes soient en bonne santé. Et puis ça éliminerait le problème de la virginité, et ça serait vraiment bien. Toutes les filles sauraient que leur mère est passée par là, toutes les mères prépareraient leur fille, ce serait 1 an, et puis ça serait fini, et puis la promotion suivante. Mais je sais pas. Vous n'êtes pas sérieuse quand vous dites ça. Mais vous trouvez quoi comme solution? Moi, je sais pas. La solution actuelle est épouvantable. Vous n'êtes quand même pas sérieuse. Oui, je la trouve élégante, cette solution-là. Non? On n'en croit pas un mot. Non. Mais qu'est-ce que vous proposez de mettre à la place?
Ah ben moi rien, mais je sais pas. Enfin, Donc moi rien, c'est tout le monde dit moi rien, oui, moi rien. voilà, Moi je m'accommode très bien du fait que dans cette société non, allumeuse attendez, qui est la nôtre. on peut partir de ce que demandent quand même certaines prostituées. On peut contester d'ailleurs leurs demandes, mais quand des prostituées demandent qu'on les protège, qu'on reconnaisse. Absolument. Pour commencer, voilà, ça c'est la moindre des choses. Absolument. Donc qu'on les Mille fois oui. Oui. Ça pose la question du consentement quand même, et on peut aussi penser d'un esclavage volontaire reste un esclavage. Mais enfin bon, je voudrais poser une question plus de fond sur votre livre. En fait, il y a deux pistes contradictoires pour essayer d'expliquer le destin, enfin la symétrie, comme vous dites, entre les hommes et les femmes. Il y a la sociologie, on peut parler de construction sociale, de construction culturelle, et puis il y a la biologie, et c'est la piste que vous nous invitez à suivre avec le darwinisme. Mais il y a quand même une différence entre nos ancêtres préhistoriques et nous, parce que vous nous dites que finalement nous avons les mêmes gènes que nos ancêtres préhistoriques et que c'est la raison pour laquelle nous sommes dans le même rapport homme-femme que nous avons toujours connu, que ça n'a rien à voir par exemple avec le capitalisme. Mais ça a à voir par contre, il y a quelque chose de nouveau, c'est la contraception qui est intervenue quand même dans les années 60-70, à savoir la libre maîtrise par les femmes de leur corps. Donc on peut pas non plus réduire les femmes à leur destin biologique comme ça pouvait être le cas de nos grands-mères, arrière-grand-mères, etc. Parce qu'il est intervenu cette révolution fondamentale qu'aujourd'hui les femmes sont maîtresses de leur maternité. Est-ce que ça n'introduit pas une révolution qui ne tenait pas suffisamment compte? Excusez-moi, mais j'en parle très longuement. Oui. Je ne dis absolument pas que nous sommes réduites. Encore une fois, je m'inscris en faux contre cette façon de présenter le livre, que nous soyons réduites à nos origines biologiques. Pas du tout. Elles sont là. Chaque société a construit des choses là-dessus. Et le paradoxe, et ça j'analyse très longuement parce que c'est ce que j'ai appris de plus passionnant en menant cette réflexion. Le paradoxe, c'est tout au long du XXe siècle, à mesure qu'elles devenaient de plus en plus sujets, qu'elles arrachaient le droit de vote, le droit de travailler et surtout le droit de contrôler leur maternité, leur fécondité, les femmes se sont faites dans le même temps de plus en plus objets. Elles ont accepté, elles ont cherché, elles se sont arrogées le droit de dépenser de plus en plus d'argent sur leur apparence. Il y a 1 million de femmes avec des prothèses mammaires en France aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 1 million de femmes françaises qui préfèrent leur image à leur sensation physique, à la sensualité de leur sein. Et ainsi de suite, et elles prennent des risques mortels en essayant d'être plus minces, comme on a vu avec le scandale de Mediator. Elles dépensent, elles achètent, voilà, les acquis féministes sont importants, mais les revues féministes ont disparu et les femmes continuent par millions d'acheter les revues féminines. Donc vous dites qu'il y a au fond une sorte de double bind, en même temps qu'il y a une révolution, une émancipation, on va dire, il y a aussi une sorte au fond de conservatisme ou de réaction même quant à la question de l'image de la femme. Mais est-ce que, alors vous commenteriez comment ce qui est beaucoup commenté, la question de ce nouveau gouvernement par exemple, on dit qu'il est à parité, 17 femmes ministres, 17 hommes ministres, mais certains disent ah oui mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'il n'y a qu'une femme qui a un ministère régalien. Donc on va chercher dans certains détails. Certaines associations très féministes, comme chez Agnès Chauveau dans les Retours du Dimanche, le collectif La Barbe, disait non, voilà, au moins déjà pour la photo, c'est un progrès, qui est cette parité affichée. Vous l'analysez comment cela, vous, cette actualité-là? D'abord, vous pensez qu'on en fait trop par rapport à cela et que ça n'est après tout rien de plus normal, ou est-ce que vous pensez que c'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt? Je ne sais pas si mon avis est plus pertinent que l'avis de quelqu'un d'autre. Mais après un livre comme celui-ci, on peut pourquoi pas? Non, je pense que c'est important pour les femmes d'avoir des modèles dans tous les domaines. C'est extrêmement important la présence des femmes dans tous les domaines de la vie. Je pense qu'elles n'ont pas à prouver qu'elles peuvent faire exactement la même chose. Elles ont peut-être aussi à apporter à notre ton. C'est souvent le cas d'ailleurs, à ces joutes dont on parlait, les joutes politiques de tout à l'heure. Donc la parité, même si ça peut paraître une mesure très artificielle, je pense que ça a vraiment du bon. Et évidemment, la France est un des pays les plus en retard des pays occidentaux sur ce plan. Marie Darrieussecq. On a souvent envie de vous dire quand on lit le livre, oui mais pas toutes les femmes sont comme ça. Et vous en arrivez parfois à écrire des généralités du style qui moi me heurtent, parce que j'ai envie de dire, moi pas. Les femmes supportent relativement bien l'abstinence sexuelle alors que l'éjaculation des hommes est nécessaire pour la fécondation, et surtout quand ils sont jeunes, l'abstinence les fait physiquement souffrir. Ou bien vers la fin du livre, beaucoup plus que les femmes, les hommes aiment baiser pour baiser, et ce depuis la nuit des temps.
Ces phrases-là, comment vous les justifiez? Qu'est-ce qu'elles nous veulent aussi, dire? Nancy Houston. On peut aimer baiser pour baiser et on peut ne pas bien supporter l'abstinence sexuelle. Je pense que le problème, c'est que à force d'insister sur les exceptions, on oublie la règle. La règle, c'est que chez les hommes, ça s'accumule. Chez nous, il n'y a rien qui s'accumule. Et le désir, l'attention. Le désir, oui, mais physiologiquement, il n'y a pas quelque chose qui s'accumule. Dans le passage que je cite du livre de Murakami, qui dit à propos d'une école de jeunes, une pension de jeunes garçons, il dit que tous les garçons se masturbent en pensant aux jeunes filles, en regardant des photos de jeunes filles. Sa copine est très étonnée, elle dit vraiment tous, et il dit, bah oui, excuse-moi, je suis désolée, je te le dis comme ça, tous les garçons se masturbent, de même que toutes les filles ont leurs règles. Et là, il y a la féministe en moi qui bondit et qui dit, mais enfin, c'est n'importe quoi, nous on a les crampes, les douleurs, la dépression, et vous avez la jouissance, c'est n'importe quoi. Mais en fait, on peut voir cette ressemblance juste physiologiquement dans le fait que le corps de l'homme et le corps du garçon et le corps de la fille se débarrassent de ce qui n'est pas nécessaire à la fécondation. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même de faire le jeu de tous ces anatomistes, psychiatres, chirurgiens du 19e qui, par la description du corps de la femme, en fait, comme vous savez, donnaient des ordres aux femmes? C'était des descriptions performatives. Est-ce que je donne l'air de quelqu'un qui a décidé que dans la vie, la seule chose qui vaille, c'est la maternité? Pas du tout. Bon. Donc, mais le recours au biologique est à peu près constant dans le livre. Mais je dis juste, il est là, et je montre à quel point notre société n'est pas dans le biologique du tout. Notre société a construit des choses faramineuses sur ces différences biologiques, qui sont des constructions culturelles effrayantes, galopantes, qui utilisent notre vulnérabilité aux uns et aux autres. La vulnérabilité des femmes qui peut être de vouloir être belle, de vouloir plaire, de vouloir attirer le regard, a été transformée en une soif d'être regardée sans fond, comme dit Marion Cotillard. L'envie d'être regardée ne s'assouvit jamais dans le fait d'être regardée. Au contraire, c'est un puits sans fond, quelque chose de vain, etc. Et la vulnérabilité des garçons à vouloir regarder des filles est devenue l'addiction à la pornographie. Et dans les deux cas, c'est pour faire fonctionner des industries multimilliardaires. Donc, je veux juste souligner ce fait-là. Je ne dis pas que tout est joué d'avance. Je dis que notre société est une de celles qui a le plus follement organisé cette chose-là. Marie Darrieussecq. Ce que je lis dans le livre, c'est effectivement que vous mettez en avant ces contradictions de façon permanente. Mais il me semble que vous balayez peut-être un peu rapidement les théories queer qui ont justement essayé de cesser de diviser l'humanité en deux et de montrer que femme était un substantif vide, était justement un lieu qui était pris dans une langue masculine et qui, il me semble que ça avait une efficacité, ces théories-là, qu'elles ont une efficacité pour déconstruire justement la domination masculine. Nancy Houston. Je vais vous lire une phrase du Deuxième sexe de Beauvoir. S'ils acceptaient d'aimer au lieu d'une esclave une semblable, les femmes seraient beaucoup moins hantées par le souci de leur féminité. Elles y gagneraient du naturel, de la simplicité, et elles se retrouveraient femmes sans tant de peine, puisque, après tout, elles le sont. Donc, Beauvoir elle-même qui dit « elles le sont ». Et ce n'est pas ça qui s'est passé. Bien sûr, queer, etc. Mais il n'y a pas 36 sexes. Il y en a 2, puis des variantes qu'on peut choisir. Mais là aussi, je pense que vous choisissez l'exception pour ne pas voir la règle. La règle, c'est loin de faire comme le pensait Beauvoir, maintenant que nous sommes devenus l'assemblable de l'homme, maintenant, loin de gagner du naturel et de la simplicité, à cause de l'invention de la photographie et du cinéma, à cause du fait qu'on se capte sans arrêt à travers le regard imaginaire de l'homme ou des autres femmes sur notre corps, nous consacrons la réalité. C'est que malgré les queers, les gays, les homos, les trans, les machins que j'adore, il n'y a pas de souci, la plupart des femmes consacrent une quantité épouvantablement énorme de leur argent, de leur temps, de leur angoisse, de leurs soucis à contrôler leur apparence et à la décorer.
Oui, mais le féminisme dénonce ce discours-là précisément, dénonce cette pratique. Il y a tout un courant du féminisme, notamment français universaliste avec Badinter, qui tend à dire que finalement la différence entre les sexes va progressivement s'estomper et qu'à part l'accident que représente la maternité, qui finalement lui aussi finira par être éliminé grâce à l'utérus artificiel, les hommes et les femmes seront pareils et qu'il n'y aura plus de différence. Vous faites référence plutôt aux théories de Françoise Héritier, à la valence différentielle des sexes. Donc vous êtes du côté de la différence des sexes, dans la manière elle est marquée, dans la manière elle est héritée biologiquement et qu'elle n'est pas construite. Parce qu'elle existe n'est pas dire qu'elle est bonne. Ce n'est pas dire que j'approuve la nature. La nature est inégalitaire. Donc moi je suis... Voilà, énoncer un état de choses n'est pas à l'approuver, écrivez-vous effectivement. Voilà, donc ce n'est pas pour dire les choses sont comme ça, il faut les laisser comme ça. Je pense effectivement qu'il faut aller vers une atténuation. 7h43, l'invité des matins jusqu'à 9h, Nancy Houston. Bonjour Nancy Houston. Bonjour Marc. Vous êtes notre invité ce matin et merci d'avoir accepté notre invitation pour Reflet dans un œil d'homme chez Actes Sud. Faut-il rappeler que vous êtes née au Canada, écrivaine canadienne, d'expression à la fois anglaise et française, que vous vivez à Paris depuis maintenant longtemps et que vous avez publié de très nombreux livres qui ont souvent rencontré beaucoup de succès, des variations Goldberg à Histoire d'Omaya, au Cantique des Plaines, à Instrument des Ténèbres, L'Empreinte de l'Ange, à Une Adoration, j'en passe encore, le très fameux Ligne de faille en 2006, et puis encore Infrarouge, ou encore là, donc ce dernier chez Actes Sud, Reflet dans un œil d'homme, qui à la fois se propose de retracer l'histoire des femmes et de la domination masculine. On pourrait dire au départ que votre thèse est relativement simple, Nancy Houston, sous l'influence du combat féministe qui voulait imposer l'égalité homme-femme. Les sociétés occidentales ont tendu vers peut-être trop de négation, à votre goût, de toute différence entre hommes et femmes. Or, ceux-ci, dites-vous, sont bien différents, mais ils ne sont pas encore égaux, et tout se joue, au fond, désormais, depuis la nuit des temps, en un regard, celui du sujet sur l'objet, celui de l'homme sur la femme. Les premiers mots de votre livre sont sans appel. Des yeux masculins regardent un corps féminin, immense paradigme de notre espèce. Voilà, c'est donc ce qui nous distingue, nous, êtres humains, de l'animal, et c'est de là que part tout votre livre. Je ne dirais pas que tout se joue au moment d'un regard, mais c'est vrai que toute la réflexion de ce livre est orientée sur le thème du regard, comme son titre l'indique. Justement, quand j'écrivais Infrarouge, qui est mon dernier roman, qui avait pour protagoniste une photographe érotomane, je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas du tout de manière symétrique, le regard chez les hommes et les femmes. Et c'était assez étonnant de soudain réfléchir à la question homme-femme sous cet angle-là. C'était très nouveau et très très amusant pour moi. Donc cette photographe Rena Greenblatt adorait prendre des photos de ses hommes, ses amants pendant qu'ils faisaient l'amour et même au moment de la jouissance, etc. Et je me suis aperçue que je ne connaissais presque rien de tel dans l'histoire de l'art. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est vrai que par ailleurs, les étudiantes ne tapissent pas les murs de leur chambre avec des photos de mecs à poil. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de voyeuses. À la différence des hommes hein, qui, eux, seraient tentés d'en mettre un peu partout, vous dites-vous. Voilà, les camionneuses dans la cabine du camion, on voit la tradition du calendrier Pirelli. Et voilà, oui. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, dans les années du MLF là-bas, le début du Women's Lib, il y avait eu quelques tentatives de proposer aux femmes des magazines où les hommes étaient nus. Et ces magazines ont été achetés essentiellement par des hommes. Des hommes qui préfèrent les hommes, oui. Et pas, voilà. Et donc les femmes, apparemment, c'était pas ça exactement qui les intéressait. Et voilà, je me suis dit, il se passe quelque chose de fascinant là. Et puis ensuite, Nelly Arcan, la magnifique écrivaine et prostituée québécoise. À qui le livre est dédié, on sent qu'il est une grande source d'inspiration pour ce livre en tout cas. Voilà. Vous nous rappelez qui est Nelly Arcan pour ceux qui ne le sauraient pas? Pour moi, c'est une grande philosophe. C'est une Québécoise qui était étudiante à Montréal et qui, à la fois parce qu'elle avait besoin de sous, mais aussi parce qu'elle était
une fille très sérieuse et lucide et qui avait envie de regarder la réalité en face, s'est prostituée pendant 2 ans, je crois, a été escorte en chambre comme ça, en appartement. Et elle a écrit sur cette expérience et ça a totalement changé sa vie. Et je pense que cette lecture devrait être obligatoire dans tous les lycées de France et de Navarre. Parce que si on pense que c'est symétrique le désir des hommes et des femmes, il y a beaucoup de preuves qui indiquent que ce n'est pas le cas. Et Nelly Arcan avait une sorte de lucidité magnifique et une intelligence magnifique. Et c'est elle qui, peut-être parmi les premières, a commencé à me dire: mais il y a peut-être quelque chose d'archaïque là-dedans. On est en train de jouer quelques formes à notre insu. Ce sont des atavismes qui remontent en nous. Le désir des femmes de se montrer, elle parle énormément de ça. Le fait que les femmes, et notamment au Québec, se font refaire le corps, se font ce qu'elle appelle une burqa de chair. C'est-à-dire, ce n'est pas comme se couvrir d'un voile, comme dans d'autres sociétés. C'est véritablement de la tête aux pieds, retravailler tout à travers le maquillage. S'enfermer dans une autre apparence, dans une espèce de carapace, au fond, un autre type de carapace construite, quoi. Voilà, c'est l'affolement de l'image, véritablement. Mais alors, Nancy Husson, parce que nous aurons du temps, évidemment, dans l'émission pour prolonger et comprendre tous les enjeux de votre livre. Mais enfin, très simplement, qu'est-ce qui vous a tout de même poussé à l'écrire? Parce que je crois qu'au fond, personne ne met en doute, finalement, votre féminisme, que vous-même vous rappelez régulièrement. Et pourtant, dans ce livre-ci, on a le sentiment que vous avez envie de vous attaquer à une sorte, d'air ambiant et de dominante sur toutes les questions qui ont trait au genre, pour dire tout de même, et vous avez parfois la dent dure, hein, vous dites n'en déplaise aux queer ou n'en déplaise aux genristes, qui sont des illuminés, hein, parfois vous dites, voilà, le fait de l'être garçon et fille continue d'être perçu partout dans le monde comme significatif. Voilà, et il y a les garçons, il y a les filles, point. Ça paraît... Ah non, il n'y a pas point. Il n'y a pas point. Il y a des garçons, il y a des filles, et puis ça se travaille, et dans toutes les sociétés, ça a été une des différences les plus férocement retravaillées. On a asséné le genre à un sexe et à l'autre. On a inventé toutes sortes de codes, de traditions, de rituels. Vous dites la théorie du genre n'est pas seulement élitiste, elle est irresponsable. Pourquoi, Nancy Huston? Elle est irresponsable parce que si on décrète, comme c'est dit maintenant dans les manuels scolaires en France, que on naît homme ou femme, mais ensuite on devient ce qu'on choisit. Le sexe, c'est donné, mais le genre, c'est une chose qu'on décide librement en fonction d'un choix personnel. Ça veut dire que les jeunes filles peuvent se promener habillées n'importe comment dans n'importe quel quartier, et si jamais elles sont importunées, elles n'ont qu'à répondre: excuse-moi, je suis un homme. Et ben ça, c'est irresponsable. C'est pas simplificateur, ça, ce que vous dites là? C'est irresponsable de ne pas vouloir réfléchir aux dangers spécifiques qu'encourent les filles par rapport aux garçons, parce que ce n'est pas la même chose que de pouvoir violer, que de pouvoir être violé. Ce n'est pas la même chose de pouvoir engrosser que de pouvoir être engrossé. C'est un peu the bottom line. Donc ce dogme du genre, des études du genre, maintenant, à mon sens, ça devient un petit peu comme le marxisme lors de mon arrivée en France il y a 40 ans. Rien d'autre qu'une convention adaptée par l'institution scientifique en une ère géographique donnée à un moment historique particulier. Alors on voit à quel reproche s'expose cette doctrine, résumée à gros traits pour les besoins d'une chronique radiophonique. Nominalisme, puisque la science n'est qu'une langue bien faite, comme disait Condillac, et ici les idées générales n'ont aucune réalité. Relativisme, il n'y a plus de vérité possible, là où tout discours ayant prétention à en être porteur doit être invalidé en tant que convention. En outre, les conventions des uns valent bien celles des autres, relativisme moral. Mais là où le constructivisme passé de méthode sociologique à doctrine dégénère en idéologie pure et simple, c'est lorsqu'il se mue en appel à transformer ou à éradiquer le donné social qui se présente comme inévitable, mais qui ne l'est pas,
qui ne l'est qu'en vertu d'une convention sociale. Lorsqu'il se prétend émancipateur en incitant les dominés, les minorités, etc. à déconstruire la réalité elle-même qui n'existerait donc qu'en vertu d'une prégnance du paradigme dominant pour lui en substituer une autre plus conforme à leurs intérêts. Alors une frange du féminisme a plongé avec délice dans ce bouillon de culture. Elle y a trouvé des arguments pour déconstruire l'asymétrie entre hommes et femmes, réfuter l'idée d'un donné biologique contraignant en le ramenant à une pure construction sociale, fruit d'un processus piloté bien sûr par les hommes dans leur propre intérêt. Le sexe en tant que destin a été remplacé par le genre, produit de conventions sociales. Si l'on ajoute l'idéologie du libre choix qui est propre au sujet libéral, libertaire contemporain, libre choix de son style de vie, de ses appartenances, de son apparence, de son âge, de son sexe, et celle de l'idéologie de l'autoconstruction de soi, à la limite être soi-même sa propre origine grâce à l'utérus artificiel, on voit comment la théorie de messieurs Berger et Luckmann a pu muter en une forme de féminisme radical. C'est celui-là même que vous réfutez, Nancy Houston, dans votre livre, mais ne craignez-vous pas qu'en appelant un retour à la biologie pour expliquer la différence sociale entre les sexes, le regardant et le regardé, qui doit à l'évolution de notre espèce, vous n'encouriez plus que quiconque le reproche de naturalisme? Nancy Houston. Merci de cet exposé limpide et très fin. Je n'appelle absolument pas un retour au biologisme. Simplement, j'essaie de montrer la contradiction qu'il y a à, d'une part, faire comme si il n'y avait aucune différence des sexes et d'autre part, vivre dans une société où cette différence est soulignée et exacerbée à tout instant sous nos yeux. Et c'est véritablement cette schizophrénie-là qui est la nôtre actuellement. Vous avez raison, Brice Couturier, de dire, autant c'est un acquis de dire que tout n'est pas naturel, mais ça, personne ne peut le contester. L'humain, c'est quelqu'un qui est pris dans une culture. Autant c'est un déni de dire que rien n'est naturel. Et c'est vrai que pas seulement le livre dont vous parlez, que j'ai lu, mais beaucoup de livres après la Deuxième Guerre, il y a eu une sorte de crise dans l'histoire de l'anthropologie et une décision constante d'éviter toute référence à une nature humaine, de peur de tomber dans les travers nazis. Tout ce qui était le darwinisme social, dire les femmes sont naturellement mères, les nègres sont naturellement bêtes, les juifs sont naturellement corrompus et ainsi de suite. Et de ce fait, on est tombé dans le travers inverse, qui est le travers stalinien, si on veut, enfin, des pays communistes, qui est la théorie à la Lysenko, à savoir que tout est absolument construit, les choses, on peut hériter des traits acquis, etc. Et donc on a versé d'un totalitarisme de la pensée dans l'autre, en remplaçant les excès des biologistes nazis par ceux des biologistes marxistes. Et on est encore là-dedans, tranquillement. Alors, la théorie du genre, elle est portée par le féminisme universitaire. D'abord, elle a envahi, on peut le dire, le discours médiatique tout entier, et il domine même les manuels scolaires. On apprend à nos enfants, à nos adolescents, que la différence des sexes est sans importance et que, on va citer précisément les phrases que le genre est l'objet d'un libre choix. Nancy Houston, vous citez donc page 289, des phrases qu'on se trouve dans les manuels scolaires. Donc, on ne naît pas homme ou femme, on le devient en fonction de choix personnels, ou encore ceci, le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Alors, quelles conséquences sur le développement psychique de nos adolescents ? Eh bien, nos adolescents, ils ont accès à la pornographie illimitée sur leur iPhone et sur toutes sortes d'autres écrans. C'est disponible. Donc, ils peuvent très bien apprendre ça à l'école entre 3h et 4h de l'après-midi et sortir dans la cour de récré et regarder une femme se faire violer par un cheval, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est pas un problème. Ils savent aussi, bien sûr, qu'il y a un nombre indéfini de femmes. Les garçons savent qu'il y a des femmes à leur disposition. S'ils ont envie de faire l'amour, ils savent où trouver ça parce que ça fait partie aussi de notre culture. Ils savent qu'en marchant dans la rue, ils ont toutes les chances de tomber sur des images de femmes nues ou quasi nues, sur des seins à l'air et ainsi de suite. Et les filles voient les mêmes choses. Souvent, on fait comme si on ne voyait pas, mais en fait, on voit les mêmes choses. Et donc, cette différence des sexes-là est accusée à chaque instant.
On sait aussi qu'en ouvrant le journal du soir, on va voir des histoires d'hommes forts qui sont en train de se disputer pour avoir la présidence de la République, qui sont en train de se rouler les uns sur les autres sur les champs de foot, qui sont en train de s'entre-zigouiller dans beaucoup de pays de ce monde, qui organisent ces joutes, ces guerres, et qui continuent même dans les petits parcs autour de nos villes et dans nos villes de se rentrer dedans pour prouver qu'ils sont forts. Et donc là aussi, on est amené à se dire, bon, ce que je vois n'existe pas parce que au fond, la différence des sexes n'existe pas, le masculin-féminin n'existe pas. Donc ils vivent une forme de schizophrénie, c'est ça votre... Oui, nous sommes dans la dénégation de nos propres sens. Le discours est contredit en permanence par la réalité sociale. Par la réalité sociale, et moyennant quoi, nous n'arrivons pas à voir cette réalité sociale parce qu'elle nous est cachée par nos théories. Et une part importante de cette réalité sociale, dans le discours théorie du genre, comme dans les industries de la beauté et de la pornographie, c'est l'élimination de la maternité qui était le point de départ de cette différence des sexes. Et c'est ça véritablement... Maternité, fécondité, hein, vous dites. La fécondité du corps. La fécondité est au cœur de la question. Voilà, la fécondité est au cœur de la question. C'est pour ça que l'idée des travailleurs du sexe et que la prostitution est un métier comme un autre ne me convaincra jamais, parce que il s'agit véritablement d'un acte qui a à voir avec la vie et la mort. Le corps féminin, c'est le corps fécond. C'est lui qui pose problème. Quand un homme va avoir une prostituée, il a la question de la fécondité dans la tête? Oui, vous savez, en fait, les hommes ont